Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidables. On a tous déjà goûté aux fameuses gavottes, célèbres biscuits de nos contrées bretonnes. Le saviez-vous? C'est une histoire qui dure depuis 1920 et Aurélie Tacquart, vous avez repris les commandes de l'entreprise en 2019. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes entouré ce matin du chef Ronan Kervarec qui a participé à votre académie croustillante gavotte. Et avec nous, Pauline Bloquel, Pablo est une fille, illustratrice rennaise, et Guirec Soudé, navigateur et aventurier. Alors, Aurélie Tacquart, première question. À qui doit-on la naissance de la gavotte? Alors pour remonter à la naissance de gavotte, il faut remonter en 1886. Et c'est l'histoire d'une crêpière qui s'appelait Marie-Catherine Cornic. Et l'histoire raconte qu'elle aurait trop laissé longtemps cuire sa crêpe sur le bilic. Et plutôt que l'acheter, elle l'a enroulée, elle l'a laissée sur le côté. Et en refroidissant, la crêpe dentelle est née. D'accord. Et c'est aussi la même année que sont fabriqués les biscuits Traumad? Et ensuite, non, il faut attendre un peu plus longtemps pour que l'entreprise se crée de crêpes dentelles. Donc, les crêperies Locmaria à Quimper, et ça, c'était en 1920. Et c'est exact, 1920, c'est aussi l'année de création du Traumad, le fameux palais breton. Qui veut dire chose bonne en breton. Chose bonne en breton. Alors, l'histoire d'amour entre la gavotte et votre famille, elle a commencé grâce à votre père, qui souhaitait racheter l'entreprise, mais elle n'était pas à vendre. Non. On est en 1989 maintenant. Petit saut dans le temps. Et en fait, effectivement, c'est mon père qui, par un concours de circonstances, a l'occasion de visiter la biscuiterie à Dinan. Et là, il parle de coup de cœur, en fait. Coup de cœur pour le process et coup de cœur pour le produit. Et effectivement, l'entreprise n'était pas à vendre, mais à force de persuasion et de conviction, en 90, il fait l'acquisition de cette petite biscuiterie. Alors, vous n'habitiez pas en Bretagne, alors vous venez vous y installer. Quelle est la première image que vous avez de cette région? Est-ce que vous vous en souvenez? Alors moi, j'avais 7 ans en 90. Au début, mon père faisait les allers-retours sur la semaine. Donc on habitait à Besançon à l'époque. Donc il partait pour la semaine travailler à Dinan. Et c'est en 93 qu'on a décidé, toute la famille ensemble, de déménager pour accompagner cette aventure entrepreneuriale. Et on va dire, mes premiers souvenirs, ça doit être entre 90 et 93. En fait, on avait aménagé un petit appartement qui avait au-dessus de la biscuiterie. D'accord. Et donc, on y passait nos vacances scolaires. Voilà, réveillés le matin par les fours et la bonne odeur de crêpes qui commencent à cuire. Et finalement, la Franche-Comté et la Bretagne, ce sont des régions aux identités fortes. Est-ce qu'il y a des similitudes que vous y retrouvez? Un attachement à la région, c'est sûr, mais bon, moi, depuis maintenant mes 10 ans, on va dire, on est devenu quand même dans la famille des bons ambassadeurs bretons et on est très attachés à la Bretagne. Est-ce que vous aviez notion du poids qu'était cette entreprise que votre père avait rachetée? À quel moment on prend conscience que voilà, c'est vraiment... Non, alors on a grandi avec l'entreprise parce que déjà en 90, voilà, c'était une petite société qui avait besoin d'un nouveau dynamisme. Donc voilà, on a accompagné le développement de l'entreprise et après, moi, je l'ai vécu à travers des événements. Enfin voilà, bien sûr, il travaillait à l'époque, mais on était présents en famille pour la fête des remparts à Dinan, pour les 90 ans de gavotte qu'on a fêté tous ensemble. Donc voilà, c'est plutôt lié à des événements comme ça où on prenait part dans la vie de l'entreprise en famille. Et votre père, on le voit à l'image, il y a consacré toute sa vie? Il y a consacré, oui, une bonne partie de sa vie. C'est une passion, on va dire, qui l'a guidé toute sa vie jusqu'à aujourd'hui encore. Il est encore actif. Et comment il vous a transmis tout cela? Cet amour de l'entreprise, cet amour du développement Très naturellement, et on va dire le premier lieu, c'est la passion du produit avant tout. Voilà, c'est le produit, ses ingrédients, sa manière de le fabriquer, les femmes et les hommes qui le fabriquent. Et après, voilà, ça s'est fait très naturellement. Il n'y a pas eu de pression de reprendre l'entreprise. Voilà, il m'a guidée sans mettre de pression. On va continuer à découvrir cette aventure familiale. On va justement prendre la direction de l'usine où sont fabriquées ces célèbres gavottes. Nous y retrouvons Evan avec toutes vos équipes. Alors on ne pouvait pas faire cette émission avec vous Aurélie sans tenter de s'infiltrer dans l'atelier de fabrication des crêpes gavottes et essayer aussi de percer le secret de leur croustillance. Et pour ça, je vais essayer de soudoyer Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Evan. Vous êtes en charge de la production ici à Lanvalet, dans l'usine de gavottes. Commencez par peut-être nous donner les ingrédients de votre fameuse recette. Alors la recette est constituée principalement de farine, de sucre et de beurre.
et de matière laitière. L'ensemble de ces ingrédients sont envoyés dans un pétrin, on appelle un pétrin. Donc c'est ce mélangeur qu'on visualise ici. Donc c'est finalement des gros fouets, hein, c'est la version industrielle des fouets qu'on a à la maison. Les ingrédients sont incorporés dans un ordre bien précis, avec des temps de mélange bien précis, ce qui nous permet d'obtenir toujours la même pâte. C'est une sorte de pâte à crêpes, on est d'accord? Ça sent la pâte à crêpes. C'est une pâte à crêpes. Alors c'est différent de la maison parce qu'on est sur une pâte qui va avoir finalement une viscosité beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus fluide qu'une pâte à crêpes à la maison. Alors là, le pétrin était vide parce qu'en fait, ce que vous n'avez pas dit, c'est que tout passe par des tuyaux. C'est dingue. C'est ça. Donc et ça arrive là. On est très industrialisé, très automatisé. Donc la pâte qui a été fabriquée en amont est finalement envoyée par des systèmes de pompage et ça arrive dans ce bac où on visualise du coup la pâte à crêpes. Qui est bien fluide. Qui est très très fluide. Alors cette fluidité, c'est vraiment le secret, l'un des secrets. Le premier que l'on dévoile. De la croustillance de nos gavottes. Et alors, la suite de cette étape, c'est que ça part. Alors là, on va passer de l'autre côté du mur. Ça part via ces tuyaux dans une salle de cuisson avec des fours assez particuliers. Tout à fait. Donc là, on arrive dans la zone des fours. Donc on a au total une dizaine de fours dans cet atelier. Ce four, celui-ci, est relié aux lignes chocolat. On visualise au-dessus finalement l'arrivée de la pâte à crêpes qui se fait via cette petite tuyauterie. Nous avons ces robinetteries qui nous permettent de déverser la pâte, donc toujours très fluide, dans ce petit réceptacle qu'on appelle nous une verseuse. Et c'est cette bande qui est chauffée au préalable, qui est graissée au préalable, qui va finalement... C'est incandescent en dessous, hein, c'est incroyable. La température, c'est combien là? Alors là, on est approximativement autour de 150 degrés. On va venir saisir une fine couche de pâte en passant sous ce petit réceptacle. Et vous voyez, on passe très vite à l'ébullition, comme ce qu'on ferait sur un bilic finalement dans une crêperie. C'est vrai que la finesse de la pâte, c'est assez incroyable vu d'ici. La recette, c'est toujours la même depuis 1920? Alors, la recette n'a pas changé. Voilà, on essaye de travailler à améliorer la recette encore, à la rendre plus simple, pour la cliner un petit peu plus, vous voyez, pour que chaque consommateur finalement se retrouve dans les ingrédients et se dise tiens, moi aussi à la maison, je pourrais utiliser... Moi aussi, je vais faire des crêpes dentelles. Je suis pas sûr d'y arriver de la même manière que vous. Alors, il va vous manquer un peu de place, je pense. En tout cas, voilà, ça va passer quelques minutes dans ces grands fours, dans ces grands tunnels. Et la suite, ça se passe dans la salle à côté et on s'y retrouvera dans une poignée de minutes avec un robot qui traite les gavottes, qui les place dans des boîtes. Vous allez voir qu'on se croirait dans Star Wars version bretonne. À tout à l'heure. Ça, c'est bien vendu. Merci beaucoup, Evan. Alors, on va parler du secret. Je crois le secret le mieux gardé de votre entreprise, le fameux pliage de ces gavottes. Effectivement. 120 ans que ça dure et le mystère est tout entier. Oui, alors le pliage, tout d'abord, il était fait à la main, à l'époque de Marie-Catherine, et puis ensuite par la suite. Et on va dire, le secret, il date des années 60. C'est l'époque où l'atelier de fabrication de crêpes dentelles a été transféré de Quimper, donc le lieu d'invention de la crêpe dentelle, à Dinan, là où se situe l'usine aujourd'hui. Et en fait, c'est un secret bien gardé parce qu'il a été développé par les techniciens eux-mêmes dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est un process qui est unique au monde. Et comment que Gavotte on fait détient. pour garder un tel secret? Il n'y a jamais eu de fuite? Non, il n'y a jamais eu de fuite. Et à part Evan, il y a quand même assez peu de monde qui a l'occasion de visiter notre biscuiterie. Et non, ça fait partie, ça fait partie des secrets, ça fait partie du mythe. Et bien sûr, on tient à conserver ce secret qui donne toute la croustillance à notre crêpe. D'ailleurs, il ne le sait pas, mais il ne pourra pas du tout filmer cette étape cruciale. J'ai envie de vous demander aux trois autres, qu'est-ce que ça représente pour vous, les gavottes? Les gavottes, c'est un peu l'identité de la Bretagne aussi. Hein. Vous en avez déjà mangé? Ah, mais j'en ai mangé, beaucoup, et je continue d'ailleurs. Vous les emmenez quand vous faites vos traversées ou pas? Complètement. Gavotte était d'ailleurs un de mes partenaires sur ma dernière aventure, qui a été un peu plus compliquée et surtout longue que prévu. Et c'est vrai que des produits comme ça, ça peut changer une journée dure parfois. Qu'est-ce qu'on aime, Pauline Bloquel, quand on croque dans une petite gavotte?
Je trouve que c'est vraiment la petite gourmandise qu'on peut manger tout au long de la journée. En fait, c'est le petit équilibre parfait. Enfin, on peut manger ça à tout moment de la journée. Et puis en plus, on se dit que c'est léger et que du coup, on ne prend pas trop de calories. Ronan Kervarek, elle incarne quoi cette gavotte pour vous? On est né avec, hein, j'ai envie de dire. On a grandi avec. C'est l'ancien qui parle? Ouais, un petit peu. Mais ouais, on a grandi avec. Il n'y avait pas sur la table un moment, même dans les repas de famille, où il n'y avait pas des gavottes. On a grandi en fait avec l'histoire de la maison. Donc, puis c'est vrai que c'est un symbole, comme tu disais, qui appartient vraiment à la Bretagne. Et en tant que chef, vous vous êtes emparé aussi de cela. Vous avez créé une recette qu'on va voir à l'image. Comment vous l'avez façonnée, votre propre crêpe dentelle? D'ailleurs, est-ce qu'elle s'appelle comme ça? Je ne sais pas. Oui, elle s'appelle crêpe dentelle parce que en fait, les ingrédients sont les mêmes. La fluidité de la pâte est un peu moins fluide parce que nous, on est des petits artisans et donc, en fait, on a collé 2 tubes d'acier. On fait nos plaques, pareil, fins. Il y a une première pré-cuisson. Nous, il faut qu'on la laisse se reposer pour qu'elle se ramollisse. Parce que sinon, c'est tout de suite friable et on n'arriverait jamais à la rouler. Et après, une fois que c'est ramolli, on fait nos bandes qu'on repasse au four pour les remettre en température pour que justement elles soient flexibles. Et là, on vient les rouler pour avoir... Parce que ce qui est intéressant dans la gavotte, c'est justement ce feuilleté. Qui est hyper fin, très délicat et en fait sous la dent ça se désintègre, j'ai envie de dire, avec un vrai plaisir en bouche. C'est, je pense aussi le secret de la gavotte, c'est aussi ce plaisir gustatif. Au-delà du produit, c'est vraiment le plaisir gustatif. C'est tellement friable, c'est tellement fin. Et justement, ceux qui nous regardent peut-être voudront essayer de se lancer dans la fabrication de la gavotte. Est-ce que ça l'a porté tous? Ça a l'air compliqué quand même si les ingrédients de base sont assez simples finalement. C'est une pâte à crêpes. Ouais, c'est ce que disait Evan aussi. Ouais. Après, à la maison, il faut en faire beaucoup, en casser beaucoup, mais je pense que c'est réalisable. Et quel petit conseil pour le pliage? Comme je vous disais, le pliage, nous, on a collé 2 tubes d'acier d'un certain diamètre. Et on fabrique nos bandes, on les passe dans le four et après on vient les mettre et puis on les roule. Et nous, on les a fait beaucoup plus épaisses parce qu'évidemment, on ne va pas retraduire une gavotte pliée de la même épaisseur dans une assiette parce que le côté copier-coller, ça n'a aucun intérêt. Et donc il faut venir mettre notre petit grain de sel, comme on le dit. Et donc on les a fait plus épais parce qu'à l'intérieur, on a glissé un sorbet chocolat chouchen. En fait, ce sont tous les produits, vraiment l'essence pure de la Bretagne. Après, vous avez la mousse caramel au sarrasin torréfié, accompagnée de la crème caramel au beurre salé. Et puis, le Triskel. Le côté léger, peut-être qu'il est un peu... Et non, parce que... Non, figurez-vous qu'en dessous, ça ne se voit pas, mais en dessous, il y a une gelée de pamplemousse aux baies des Bataques, qui est une baie qui apporte une vraie fraîcheur. Et en fait, c'est cette petite gelée pamplemousse qui apporte toute la légèreté et la fraîcheur au dessert. Vous pourriez en parler des heures. Oui, évidemment. Et vous l'avez déjà goûté ce plat Non, je ne l'ai pas encore goûté, mais ce que je trouve fabuleux, c'est que nous, on s'inspire beaucoup de notre terroir, de la Bretagne, pour fabriquer nos biscuits et puis de voir ensuite qu'on peut inspirer des grands chefs comme Ronan, c'est vraiment chouette. Et pour la petite histoire, il paraît que le père d'Aurélie Tacquart a validé cette recette. Parce que quand même... Et le papa est venu à Saint-Émilion quand j'étais dans le précédent établissement. Et il a beaucoup apprécié en tout cas. Donc je me suis dit, allez, on continue sur la lancée. Alors les gavottes, on en raffole aussi à l'étranger. On a fouillé dans nos archives. On va regarder cet extrait d'un petit reportage. C'était en 1998. Ça craque, ça crunch, ça croustille, c'est breton et c'est bon. Tellement bon que même les Américains en sont fous. Ceux qu'on soupçonne souvent de n'être pas gastronomes ont craqué pour les célèbres gavottes. 3 chaînes d'hypermarchés installées aux États-Unis et au Canada viennent de passer contrat avec l'entreprise dinanaise.
Ce qui les a séduits, c'est notre qualité, la rapidité à laquelle nous avons répondu à leurs questions et je dirais la capacité de production aussi pour répondre à leur marché qui est quand même très important puisqu'il va représenter cette année environ 25% de la production totale. Rita Kerr, ça fait bizarre de voir son père 20 ans en arrière. Ouais, c'est des belles images. Quels sont les pays à l'étranger où vous en vendez le plus ? Alors, ce qui est beau avec la crêpe dentelle Gavotte, c'est que le produit, il plaît partout dans le monde, sans avoir à changer la recette. Donc, ça va des États-Unis à l'Asie. Et donc, en termes de marché, on va dire notre premier pays où on vend de la crêpe dentelle, ce sont les États-Unis, qui adorent la version chocolatée et qu'on vend sur une période très spéciale qui va de Thanksgiving à Noël, on va dire. Donc, très liée à la consommation pour les fêtes de fin d'année. Et en Asie, voilà, c'est plutôt Nouvel An chinois, mais c'est aussi un produit très, très festif et qu'on offre voilà, pour les occasions, les fêtes de fin d'année, à la famille, aux collègues. Et vous en vendez combien chaque année, des gavottes ? Alors, on en fabrique, c'est environ 800 millions de crêpes dentelles par an. 800 millions ? Voilà. D'accord. Est-ce que le succès est le même pour les biscuits Traumad ou est-ce que la recette de ce produit est différente ? Ah bah c'est un tout autre produit. Voilà, on est toujours dans l'ancrage breton, mais galette, palais. Ce sont des très beaux produits qui sont donc fabriqués à Pont-Aven et qui connaissent aussi un grand succès parce que voilà, on est vraiment sur des produits de qualité, des ingrédients de qualité. On travaille on va très loin dans le sourcing. On est avec des œufs de poule élevés dans le Finistère, du beurre du Finistère et même la farine, elle est moulue dans le dernier moulin de Pont-Aven. Donc voilà, on sublime, on va dire, les ingrédients bretons. Donc vous ne faites pas que les Traumad ou les gavottes, c'est un grand groupe aujourd'hui, votre entreprise. En fait, avec le temps, on a fédéré des petites sociétés, des petites biscuiteries, voilà, qu'on fait travailler aujourd'hui ensemble. Et effectivement, les deux biscuiteries phares aujourd'hui sont Gavotte, à Dinan et Traumad, mais on a en fait 4 sites dans le Finistère. Et un tel groupe comme le vôtre, il pèse combien aujourd'hui ? Il pèse combien ? On réalise, avec Gavotte, Traumad, on réalise 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 450. 450 salariés. Allez, on va repartir dans les coulisses avec Evan qui nous fait visiter votre usine. Quelle est l'étape suivante, Evan ? Oh là là, mais ici, c'est le paradis de la crêpe dentelle. Alors, on vous avait promis de vous donner les secrets de fabrication, mais il y en a un qu'on ne peut pas donner, Cédric. Effectivement, le secret de la fabrication de la crêpe dentelle, c'est son roulage. Donc on a vu tout à l'heure, en plage avant, on était quelque chose de lisse, une pâte lisse et étalée sur la bande. Là, on se retrouve avec des crêpes qui sont roulées. Oui. C'est ce roulage qu'on va venir faire. On va venir faire rouler la crêpe en fait 8 fois sur elle-même, qu'on ne peut pas vous montrer. 8 fois. 8 fois. D'où le pliage en 8 dont on entend parler. En fait, le système de roulage est sous-traité. C'est plusieurs intervenants du pays de Dinanais qui nous font les pièces. Voilà, donc, et chacun de ces prestataires finalement fabrique une pièce bien distincte de ce système de roulage. Le montage est fait ici en interne, ce qui nous permet de garder tout le secret de fabrication. Malin, mais vous avez bien raison. Alors on continue la visite où ces crêpes elles sont coupées parce que ici vous préparez une variante. Alors effectivement, nos fours sont tous identiques. Ils vont nous permettre de préparer à la fois les crêpes nature qui vont du coup avoir la taille finalement de 2 fois la crêpe chocolat. Et les crêpes chocolat qui pour le coup ici sont séparées en 2. Achemine à l'enrobeuse. Vous savez que c'est mes préférés. Hein. Alors effectivement c'est très gourmand. On a deux vagues de chocolat, 2 rideaux de chocolat qui vont se déverser par excédent sur les crêpes dentelles. Et s'ensuit derrière des systèmes de soufflerie, de vibreuses, de rouleaux lécheurs qui permettent de retirer cet excédent. Et ensuite, ça passe dans ce grand tunnel pour passer encore en cuisson ? Alors, c'est pas de la cuisson, c'est du refroidissement. Oui. Ce qui va nous permettre finalement de figer le chocolat et de maintenir le chocolat et de bien le cristalliser pour éviter d'avoir un effet blanchi sur la crêpe. Voilà. Alors, finalement, cette variante de la gavotte au chocolat, ça a été l'une des façons que vous avez trouvées pour maintenir cette recette qui date de plus de 100 ans, toujours au goût du jour. Et il y a ici un éventail de votre gamme pour vraiment montrer que la gavotte est toujours aussi moderne. Oui, tout à fait. Alors la crêpe chocolat est apparue un peu plus tard, dans les années 78. Et depuis, effectivement, un certain nombre de produits sont créés. Celles-là, elles sont salées. Alors celle-là, c'est du salé pour les gâteaux apéro. Donc là, on est sur une crème à l'oignon de Roscoff. Donc il y a toute une gamme de salés qui est faite.
Ici, on est sur ce qu'on appelle nous les gavotines. Alors c'est comme des roses des sables, c'est très croustillant, c'est une bouchée. Je sais, c'est mes préférés. Donc au caramel. On a également les coffrets de Noël. Et oui. Donc on vient de finir les productions qui vont être vendues. Donc là, on est sur un parfum coco. Ah, trop bien. Voilà. Bon, parfait. On va continuer la visite puisque vous avez promis un super robot. Allez-y, je vous laisse passer devant. Je prends les devants. Et ce robot qui ressemble un peu à un Star Wars façon Bretagne. Quelle est sa mission au robot, Cédric? Alors, sa mission va être de ramasser les crêpes et de les positionner dans les alvéoles. Donc là, les crêpes sont refroidies. Les crêpes passent sous un système de caméra qui va permettre au robot de préhenser les crêpes qui sont finalement dans les bonnes dimensions et les prendre au bon endroit pour les déposer dans les alvéoles, dans les cases des alvéoles. Ça, c'est aussi hyper moderne. Bah écoutez, merci beaucoup. On a encore plein de choses à vous faire découvrir sur les gavottes, avec notamment des petits moutons qui nous attendent à l'extérieur. Et puis on est d'accord, hein, notre petit secret, ça reste entre nous. Hein. Sacré coquin, Evan, merci beaucoup. À tout à l'heure. Quand on voit comment les gavottes sont si fragiles, il doit y avoir quand même beaucoup de pertes, non? Non, en fait, il y a très peu de pertes. Et en fait, là, on voyait par exemple le robot qui ramassait les crêpes conformes. Les quelques crêpes qui ne sont pas ramassées, bien sûr, elles ne sont pas jetées. Elles sont mises en vente dans nos boutiques et voilà, les consommateurs en des gavottes en miettes, c'est ça? Oui, non, ou celles qui sont un peu trop longues. Des fois, c'est celles qui ont trop de chocolat. Alors les gens ne comprennent même pas pourquoi on les met de côté, parce qu'une gavotte qui a trop de chocolat, c'est quand même génial. Mais voilà, donc rien n'est perdu. Et puis après, il y a toute une partie des gavottes nature qui, elles, sont brisées une fois qu'elles sont fabriquées. Donc, ce ne sont pas du tout les miettes. On fabrique des gavottes pour les briser et qui sont à destination des restaurateurs, des chefs, chocolatiers, pâtissiers, pour intégrer du croustillant dans leurs recettes. D'accord. Justement, vous parliez de chefs. Vous lancez aussi l'Académie croustillante de la gavotte avec plusieurs chefs bretons, dont Ronan Kervarek. Quel est le concept ? Alors, le concept, c'est de réunir nos consommateurs. Ça faisait longtemps, avec le Covid, qu'on avait envie de reprendre, de recréer un bel événement autour de Gavotte. Donc, de réunir des consommateurs, un chef, un lieu qui nous accueille pour créer ensemble des recettes. On a souhaité aussi faire participer l'association Les Petits Frères des Pauvres, avec lesquels on avait déjà fait des collaborations. Donc il y a aussi des personnes isolées qui sont invitées à ces cours de cuisine. Et puis voilà, de partager un moment convivial, parce que c'est aussi l'histoire de l'entreprise. Depuis 1920, c'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Et donc on voulait créer un moment convivial autour de notre produit. Justement, Ronan Kervarek, c'est vous qui avez ouvert le bal. Oui, exactement. Pour la première session. Alors comment ça s'est passé ? C'est génial parce que c'est vraiment une histoire de partage. Et nous, notre métier, c'est avant toute chose, c'est le partager, parce que si on n'aime pas les autres, on ne peut pas le faire. Donc l'essence même du projet était extraordinaire. Et puis, une fois de plus, travailler ce produit identitaire de la Bretagne, le faire évoluer aussi dans des desserts pour les amateurs et des choses justement là, qui peuvent être réalisables sans le faire soi-même. Mais par contre, ça apporte toute cette finesse, ce croustillant, ce caramel et tout. Donc, qu'est-ce que vous avez produit comme recette ? Alors, on a fait une crème citron, où dessous, on a mis justement les pailletés feuilletées de la maison Gavotte, qui sont les brisures. Et c'est vrai que ça nous aide énormément parce que ça apporte le croustillant. Et donc, pour la mâche, en fait, dans un plat salé ou sucré, le croustillant, il est super important. La mâche est importante. Donc on a fait ce pailleté feuilleté qu'on a mis en dessous. On a réalisé une crème citron classique, rien d'extraordinaire. Et on l'a fini justement avec un chocolat blanc roulé dans le pailleté feuilleté pour mettre par-dessus, comme un peu les strudels, voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à déguster. Et en fait, c'était une recette facile qui a permis un vrai partage. Parce qu'il n'y a pas cette frustration dont ça devient compliqué, je ne vais pas pouvoir le réaliser, parce qu'en fait, là, ça ne sert à rien. Si on fait quelque chose, c'est pour qu'à la maison... Et puis, en fait, cette recette, comme je le disais, comme je leur ai dit, elle peut être déclinée. Donc après, c'est chacun qui va mettre un peu son inspiration dans le produit. Donc c'est ça aussi qui est chouette, c'est d'étonner aussi ses convives ou ses amis ou sa famille, que on arrive à faire quelque chose de simple et de très bon. Est-ce que la PDG a mis la main à la pâte ? J'étais présente pour le premier, je suis venue en famille aussi avec ma fille, et puis
on a ramené la recette à la maison pour pouvoir la reproduire. Donc vous parliez tout à l'heure du Covid qui vous a empêché un certain nombre de choses comme toute entreprise en France. Impossible donc de fêter les 100 ans de la Gavotte. C'est un centenaire particulier quand même. C'est un centenaire particulier parce qu'on avait prévu de belles fêtes et ça ne s'est pas passé exactement comme on l'aurait souhaité. Néanmoins, on a réorienté des choses. On a quand même fêté l'événement, on va dire, en magasin avec nos consommateurs, proposer des événements. Et puis, on a 100 ans encore pour fêter ces 100 ans. Donc, ce n'est que partie remise. Justement, comment vous imaginez les 100 prochaines années ? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, justement, pendant la période de confinement, on a travaillé avec nos équipes on a pris ce temps dans une période où on se posait beaucoup de questions. On a pris ce temps sur quelle était la mission de l'entreprise. Et vous venez de le dire, en fait, le premier objectif qui est ressorti de ces groupes de travail, c'était de dire on sera toujours là dans 100 ans. Et moi, j'ai trouvé que c'était un formidable objectif parce que même si ça peut paraître un concept marketing, ça veut dire beaucoup. Quand on voit à quelle vitesse les choses changent, le climat, ce qu'on doit faire pour la planète. Donc, c'est un vrai engagement. Et donc, ça s'inscrit aujourd'hui dans notre feuille de route RSE, d'être là dans 100 ans. Et alors, bien sûr, on ne va pas attendre 100 ans pour savoir si on travaille bien ou pas sur ces sujets. Donc, on s'est mis des objectifs bien avant. Mais c'est une belle mission pour nos collaborateurs. Alors, vous avez souhaité avoir à vos côtés ce matin 2 jeunes gens. Donc, Pauline Bloquel, d'abord. Pablo est une fille qui est illustratrice. Pourquoi ce choix, d'abord ? Alors, on m'a dit que je pouvais inviter qui je voulais. Et donc, moi, j'avais à cœur, encore une fois, une entreprise qui est ancrée sur son territoire. J'avais à cœur de mettre en avant des talents, des jeunes talents de la Bretagne. Et c'est 2 personnes avec lesquelles on a tissé des liens avec l'entreprise. Donc, je vais les laisser se présenter. Alors, Pauline Bloquel, vous avez réalisé une fresque pour l'entreprise. Le groupe s'appelle Îles Galapagos. Galapagos. C'est ça, exactement. En référence aux îles. Oui, voilà, pourquoi Pourquoi ? Alors, c'est Christian et Marie Tacquart, à l'époque, fin des années 80, qui devaient trouver un nom de groupe. Et en fait, la vision, c'était à l'image des îles Galapagos, qui était un rêve, une utopie, qui est une fédération d'îles avec des spécificités de faune et de flore. Eux, leur vision, c'était de créer un groupe, fédération de PME, avec des savoir-faire, des hommes, des femmes. D'accord. Et donc aujourd'hui, ça nous guide, ce nom. Et donc, effectivement, voit justement la fresque en question. Donc, Pauline, c'est vous qui l'avez réalisée. De quoi vous vous êtes inspirée ? Des îles Galapagos, justement, j'ai essayé de chercher quels étaient les emblèmes des îles. Et donc, il y a notamment les fous à pattes bleues. Et ça tenait vraiment à cœur à Aurélie de représenter ces oiseaux qui ont un aspect assez atypique et rigolo. Et en fait, cette fresque servait à mettre en avant la salle qui était réaménagée, une salle de réunion de l'entreprise. Et donc, du coup, c'est vraiment situé à l'entrée de cette salle-là. Et en fait, du coup, ça vient vraiment marquer l'entrée. Et puis je pense qu'on s'en souvient peut-être quand on rentre dans la salle après. C'est nos collègues. Ouais, ils sont sympas, ils sont à côté, ils ont une bonne tête. Et pour réaliser une telle fresque, ça demande combien de temps de travail ? Alors, c'est une bonne question. Là, c'était une technique particulière, puisque là, j'ai travaillé sur tablette graphique. Je pense que la validation, avec les retours, etc., ça a dû me prendre 1 mois. C'est généralement le temps que je mets pour chacune de mes illustrations. Je consacre 1 mois par illustration, généralement. Alors, 2e jeune talent, Guirec Soudé, qu'on connaît un peu plus, nous, à France 3, Bretagne. Alors, j'ai envie de savoir comment un aventurier et une chef d'entreprise se rencontrent. Faut m'expliquer, là. Un coup de fil au milieu de la mer. Non, alors, je peux peut-être raconter l'histoire. Moi, je connaissais Guirec avant qu'il me connaisse. J'avais déjà les livres que je racontais à mes enfants. Et voilà, l'histoire du soir. Et donc, j'ai trouvé son aventure autour du monde avec la poule extraordinaire. Et puis, un jour, via les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait aussi une personne de l'entreprise qui avait liké un post de Guirec. Donc, je suis allée la voir en disant, mais toi aussi, tu adores les aventures de Guirec. Elle m'a dit, mais oui, moi aussi. Je dis, mais tu crois pas qu'on devrait faire un truc, on devrait l'appeler. Et on a pris notre téléphone et Guirec était déjà parti dans sa première traversée de l'Atlantique à la rame. Mais on a pu se téléphoner une fois que tu étais arrivé. C'est ça. Et quand on reçoit le coup de fil de la PDG de Gavotte, qu'est-ce qu'on se dit, Guirec Soudé ? On se dit qu'on va bien manger pour la prochaine traversée. Quel type de partenariat vous avez noué ? Quoi, pardon ? Type de partenariat. C'est un partenariat, nourriture et puis aussi financier, parce que les aventures comme ça, forcément, ça a un coût. Et c'est vrai que j'ai fait une première traversée de l'Atlantique en début d'année, sur 74 jours, entre les Canaries et les Caraïbes.
Et puis j'ai décidé de faire un retour à la même route que Gérard d'Aboville, il y a un peu plus de 40 ans. Ouais. Et c'est vrai que la traversée était longue et j'ai eu la chance d'avoir les produits Gavotte avec moi. Et c'est vrai que on parlait tout à l'heure des miettes de Gavotte, entre autres, de tout ce qui pouvait rester. C'est vrai que moi, il n'y a eu aucun gâchis, quoi. Clairement, non mais vraiment, quoi. C'était tellement agréable de pouvoir manger ça en plein milieu de l'Atlantique. Et puis, c'est vrai que un petit bout de Bretagne avec vous, quoi. Et c'est un bout de Bretagne et surtout un bout des Côtes d'Armor, quoi. Le 22, c'est chez moi et c'est vrai que c'était une fierté pour moi de pouvoir porter les couleurs un petit peu de Gavotte à travers l'Atlantique. J'ai vu aussi des fous de bassin d'ailleurs. Et c'était sympa. Pas les mêmes, mais un fou de bassin qui m'a suivi, que j'ai d'ailleurs nommé Pedro. Voilà. D'accord, enchanté Pedro. Les aventuriers vous fascinent? Oui, totalement. Non, mais aventuriers, artistes, grands chefs, voilà, les personnes qui font de leur passion leur métier. Je trouve ça chouette. Les personnes qui vont au bout de leurs rêves. J'imagine qu'il y a plein de gens qui ont dû dire c'est pas possible ce que tu vas entreprendre. Et puis voilà, tu le fais. Je trouve ça très, très inspirant. Et est-ce que vous avez des passions en dehors de l'entreprise? Moi, je m'intéresse à beaucoup de choses. Encore une fois, à toutes les personnes qui sont là autour de nous. Mais je suis bien prise aussi. J'ai 3 jeunes enfants qui me prennent pas mal de temps. Donc, il y aura une autre partie de ma vie. Ce sera pour les passions. Okay. Alors, on part jeter un dernier coup d'œil direction l'Envalée, site de fabrication des fameuses Gavottes. Evan, c'est à toi. Quand je vous disais que Gavotte est une entreprise moderne, en voici la preuve sur le parking de l'usine où on était tout à l'heure avec ces panneaux solaires. Cédric, il y a combien de mètres carrés? Alors, ces panneaux solaires, il y a 450 mètres carrés de panneaux solaires qui ont été installés en 2017 et qui permettent d'alimenter et de subvenir aux besoins en électricité du siège à hauteur de 80-85%. Ah ouais, c'est quand même pas négligeable. C'est pas négligeable, effectivement. Il faut savoir que la démarche RSE a démarré maintenant il y a quelques années. Elle est éclatée un petit peu sur différentes thématiques. Alors je précise juste, RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est bien ça. Il me semble que c'est ça. Pour ma grand-mère qui nous regarde. Donc je vous laisse continuer. Donc effectivement, on a une démarche sur nos matières premières. La farine, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure. On essaie de travailler avec des fournisseurs français, de l'agriculture française, raisonnée. Donc on passe des marchés sur de l'agriculture vraiment raisonnée, donc un sourcing particulier sur ces matières-là. Est-ce que vous faites aussi des travaux spécifiques sur les emballages? Alors sur les emballages, effectivement, on a les industriels de plus en plus et on se penche sur le sujet pour essayer de passer en matière carton. Et plus récemment, des choses qu'on a déjà fait, c'est-à-dire qu'on a retiré un constituant de nos alvéoles qui s'appelle le noir de carbone et qui nous permet aujourd'hui de trier, de recycler ces alvéoles. Ça c'est top, raison de plus pour manger encore plus de Gavotte. Il y a aussi un autre aspect et on s'en approche, ce sont les fameux moutons dont je parlais tout à l'heure que vous mettez pour éviter d'utiliser la tondeuse. C'est ça, voilà, tous les engins mécaniques, on essaie de proscrire. Alors bien sûr, il y a des endroits qui sont difficiles à faire avec les moutons, mais donc l'enceinte nous permet en fait, on a 33 moutons, des moutons d'Ouessant, qui nous permettent finalement de tondre naturellement. Ils sont là toute l'année? D'entretenir naturellement cette partie. Alors ils sont là toute l'année, ils ont un petit abri au fond. On a un berger qui passe fréquemment pour veiller à la bonne santé de ces moutons et voir s'il n'y a pas de manque. Et puis on a de temps en temps des petites naissances. Ah super, ils sont un peu loin, ils étaient juste à côté tout à l'heure, mais voilà, c'est ça, la magie de la télé. En tout cas, c'est des bons exemples que toutes les entreprises devraient prendre et ça donne vraiment envie de manger des Gavottes. J'espère que ça va vous donner l'eau à la bouche. En tout cas, moi oui, mais ça, tu t'en doutais déjà, Infante. Et à tout à l'heure, Evan. Justement, quand on est PDG de l'entreprise, on en mange fréquemment des Gavottes? Régulièrement. On s'en lasse pas? On ne s'en lasse pas. Non, on en mange, on essaye d'être raisonnable à côté de ça. D'ailleurs, ce qui est compliqué chez nous, c'est la machine à café, parce qu'à 10h, on résiste, à 11h, un peu moins. Et par contre, sur tous nos sites, on a mis en place des paniers de fruits pour proposer tout de même une alimentation équilibrée à tous les collaborateurs, avoir le choix entre une Gavotte et une pomme. Et quand on gère une entreprise bretonne si empreinte dans la tradition, le défi quotidien, c'est d'innover pour vous?
dans les mois, les prochaines années? C'est d'innover, encore une fois, pour être là dans 100 ans. Mais alors, innover, c'est pas forcément, on l'a vu, c'est pas forcément changer la recette, parce qu'on voit que la recette de la crème dentelle, elle a très peu changé depuis sa création et les consommateurs l'apprécient comme ça. Mais par contre, c'est innover dans les emballages, parce que voilà, comme l'a dit Cédric, on travaille pour réduire la taille de nos formats, pour retirer le plastique, pour aller vers des matières recyclées, recyclables. C'est innover aussi sur les instants de consommation, voilà, de suivre les usages, les modes de consommation, et puis pour pouvoir être toujours présent voilà, dans le quotidien de nos consommateurs. Est-ce qu'on peut imaginer que dans 100 ans, la suite sera forcément familiale de cette entreprise? On l'espère. En tout cas, voilà, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on continue à, on va dire, transmettre ce savoir-faire. On est labellisé entreprise du patrimoine vivant et c'est un label qui compte pour moi parce que voilà, c'est une reconnaissance du travail qui est fait dans les ateliers des biscuiteries. Et donc, voilà, en tout cas, on a cette responsabilité-là de continuer à transmettre et puis d'espérer que nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, auront eux aussi la chance de manger ces biscuits. Et justement, en parlant de la famille, vous dites souvent que votre famille mérite aujourd'hui le passeport breton. Vous êtes tous d'accord, je crois, autour de cette table. Qu'est-ce que vous avez adopté de l'esprit breton après toutes ces années sur ce territoire? Déjà l'amour de la région. Enfin voilà, je suis pas née en Bretagne, mais je suis devenue chauvine quand même. Enfin voilà, j'apprécie ces paysages, les villes, les habitants. Et puis non, ce que je trouve beau en Bretagne, c'est cette solidarité, on va dire, cette fierté du territoire, cette solidarité entre les Bretons. Justement, j'aimerais bien vous entendre, vous aussi, à ce sujet. Qu'est-ce que c'est pour vous, finalement, l'esprit breton dont on parle tout le temps dans notre région? C'est un pays. Oh non, mais tout simplement. Ouais. C'est juste comme on dit, on rentre au pays, le pays breton, voilà, puisque c'était un pays avant, de toute façon. Donc c'est un pays. Ouais. Tout le monde se sent breton, Pauline Bloquel? Moi, je ne suis pas bretonne. Je suis arrivée il y a maintenant presque 10 ans en Bretagne, mais maintenant, je me sens bretonne, même si je pense que pour vis-à-vis d'un breton, je pense que je ne serai jamais vraiment vraie bretonne. Mais ouais, j'aime bien cette identité forte qu'il y a en Bretagne, une solidarité, je trouve, aussi entre les Bretons. Alors, représente quoi la magie bretonne pour vous? Non, mais c'est vrai que les Bretons sont fiers. Moi, j'ai eu la chance de voyager un petit peu. Et c'est des grands voyageurs, d'ailleurs. Ils sont partout dans le monde. On verra des Gonadus... dans n'importe quelle manifestation d'ailleurs, et puis dès que tu rencontres un Breton à l'autre bout du monde, tu as l'impression d'être frère et sœur, quoi. C'est fou, quoi. Et justement, en Bretagne, quels sont vos coins préférés? Alors, il y en a beaucoup. Là où vous vous baladez il y en a beaucoup. Moi, je dirais, c'est la facilité de l'accès aussi, c'est Saint-Malo. Et c'est Saint-Malo pendant les grandes marées. Enfin, voilà, je trouve ça magique. Et je trouve qu'on a une chance formidable, là on est à Rennes, mais de pouvoir être à 3/4 d'heure d'un endroit si dépaysant, voilà, et que beaucoup de monde viennent rechercher. Et nous, on y est si proche. Est-ce qu'il y a des coins qui méritent d'être explorés, qui sont souvent méconnus, Guirec-Soudé? Bah oui, bien sûr qu'il y en a, mais je pense qu'il ne faut pas forcément les citer. Il y a des oui, c'est ça, je vous voyais bien venir là. Non, mais il y a des coins vraiment merveilleux, et moi j'ai eu la chance de découvrir plein d'endroits dans le monde, et c'est vrai que pour moi le plus bel endroit du monde reste la Bretagne. Et on revient, c'est vrai, toujours à ses racines. Et qu'est-ce qu'on est bien, quoi. Et après tant de mois ou de jours en mer, quand on revient, qu'est-ce qu'on ressent en général? On va... En fait, moi, je suis bien partout, mais je suis surtout bien chez moi, sur cette petite île. Et c'est vrai que retrouver des bons produits, moi, je me nourris surtout de ce que j'attrape. Je vis presque en autarcie. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie chance, quand même, quoi. Je crois que par chez vous, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Et c'est où? C'est dans la Bretagne Nord, je sais plus où exactement, mais... C'est pas cool. Pauline Bloquel, quels sont vos endroits que vous avez découverts justement pour les spectateurs qui nous regardent, néo-bretonne que vous êtes depuis 10 ans? Justement, cet été, j'ai eu l'occasion d'aller vers Perros-Guirec et je viens de découvrir et j'adore cet endroit. C'est vraiment magnifique. Ouais. Allez, Ronan Carvarec, le dernier mot pour vous sur vos coins préférés en Bretagne? Le golfe du Morbihan. Ouais. Tout simplement. Puis voilà, c'est ce qui est extraordinaire, c'est un pays de navigateurs. Et comme tu disais, c'est vrai que la Bretagne s'exporte dans le monde entier et donc qui est très respectée parce que c'est vrai que, il y a une grande forme d'humilité et de simplicité dans notre pays. Et par contre, c'est vrai que les côtes d'Armor, du côté même Ploumanac, c'est un village qui est extraordinaire. La côte de Granit Rose. Je crois que partout dans le Finistère, les côtes d'Armor
toute façon, c'est beau partout. On l'a compris, vous êtes Ouais, tous c'est beau heureux partout. de vivre dans cette région, moi y compris. Merci beaucoup Aurélie Tacquart d'avoir participé à notre émission. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. On termine par la traditionnelle photo. On fait une photo de famille puisque vous avez intégré la famille Tacquart, mais maintenant la famille, vous êtes formidable. Merci à vous qui nous suivez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle rencontre. Bonne journée. Merci beaucoup à tous. Merci. Moi, c'est les Glénans parce que asseyez-vous, je vais vous prendre un photo. Parti. I never seen anybody do the things you do before.